Les trésors d'Afrique, notre patrimoine nous forme, nous individualise et nous rend semblables. Les trésors d'Afrique, une plongée dans la splendeur de notre continent. Présenté par l'experte en patrimoine, Louisa Galaise sur Ifriqiya FM. Sur Ifriqiya FM. Chers amis d'Afrique et d'ailleurs, bonjour. L'Afrique, c'est une question de mémoire, un défi pour les jeunes générations et l'obligation d'une renaissance pour les chefs d'État. Rien que ça. Alors chaque année, le 25 mai, le continent africain célèbre la Journée mondiale de l'Afrique, une occasion symbolique et politique pour réfléchir à l'histoire, aux luttes et aux aspirations du continent. Je rappelle que cette date commémore la création de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, en 1963 à Addis Abeba, ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Union africaine. Bien qu'un simple événement protocolaire, cette journée est une affirmation identitaire et une invitation à repenser l'avenir du continent. Dans un contexte mondial, marqué par les crises économiques, écologiques, sécuritaires, culturelles, la Journée de l'Afrique interroge le rôle des Africains dans la refondation d'un projet de société construit sur la paix, la justice, la solidarité et la souveraineté. Est-ce qu'on n'est pas avec des vœux pieux ? Pour nous accompagner dans notre réflexion sur les aspirations de l'Afrique, Samuel Hakizimana. C'est quelqu'un qui crée des ponts entre l'Algérie et les pays d'Afrique. Samuel, bonjour. Bonjour. Alors, comment se fait-il que vous arrivez en Algérie et puis vous êtes devenu entrepreneur ? Qu'est-ce qui s'est passé avant ? Qu'est-ce qui s'est passé avant ? C'est très intéressant parce que pour commencer, je dirais déjà, je suis parmi les personnes qui ont eu la chance d'avoir cette bourse algérienne. Pour la petite histoire, je me rappelle, on était en train de faire des démarches au pays parce que je devais aller étudier à l'étranger. C'est du Burundi ? Oui, au Burundi, je devais aller étudier à l'étranger. Je peux dire par la grâce, j'ai eu la chance d'être parmi les premiers au Burundi. J'étais le premier au niveau national dans ma spécialité au bac. Et là, je suis tombé... Chapeau. Merci. C'était quelle spécialité quand même ? J'avais fait gestion informatique. D'accord. Donc, il y a un peu le côté gestion. Mm-hmm. Et j'ai eu cette chance d'avoir cette bourse. Donc, là, c'est mes parents, on m'apprend avec mes parents en disant, finalement, votre enfant, il a une bourse pour aller étudier en Algérie. Et là, maintenant, vous savez, je connaissais l'Algérie à travers la Coupe d'Afrique des Nations. Mm-hmm. Et là, c'est là où j'ai eu cette chance. Maintenant, je devais découvrir c'est quoi l'Algérie. Et je me rappelle, les parents étaient tellement contents parce que là, c'était aussi une de volonté. Je me disais, je voulais pas que mes parents puissent payer mes études. Je voulais que je puisse les décharger de ce côté frais des études. Mm-hmm. Donc, c'était une réussite pour moi. Donc, c'est pour ça même que j'ai étudié avec cette force pour avoir cette bourse. Donc, j'ai eu à décrocher cette bourse. Et là, maintenant, je suis arrivé en Algérie en 2018. Maintenant, la chose la plus particulière, c'est ça qui m'a intéressé, d'où est venue même la naissance de la société. Arrivé en Algérie, je vais dire la phrase d'une personne que j'aime beaucoup quand je suis venu en Algérie, que j'ai rencontré, il s'appelle Ayouba. Il m'a dit, l'Algérie ne m'a pas fait rencontrer seulement avec des Algériens, mais avec toute l'Afrique. Autour de moi, j'ai trouvé toutes les nationalités confondues. Mm-hmm. Donc, je suis arrivé dans un environnement où je n'étais pas un seul Burundais, ou bien je n'étais pas seulement un Burundais avec les pays voisins. Pas comme, des paysans, en tout cas. Oui, Mm-hmm. Voilà. Donc, j'étais avec tout le monde. Et à travers tout le monde, il y a une chose qui m'avait marqué, c'est-à-dire que j'ai rencontré aussi une personne, une Algérienne, elle s'appelle Layani Mizora, et on avait la même objectivité et la même vision. C'est-à-dire qu'on se disait, mais si je regarde toutes les nationalités confondues ici, il y a toutes les nationalités, mais on ne trouve pas de produits algériens au Burundi. Pour moi, c'était inconcevable. Mm-hmm. J'ai voyagé en RDC au Congo, j'ai voyagé au Kenya, j'ai voyagé un peu dans plusieurs pays d'Afrique. Et la même chose, c'est ça qui me pointait en disant, on voit plus les produits occidentaux, turcs, français, etc. Et je me dis, c'est pas possible. Mm-hmm. Et surtout, je me disais, il y a des produits de qualité. Donc, on aimerait bien que ces produits puissent aller dans d'autres pays d'Afrique.
Et c'est des produits alimentaires ou c'est tous les produits confondus? Les produits agroalimentaires et aussi d'autres produits, par exemple dans le côté, par exemple, on peut dire bâtiment, ciment, etc. Donc c'est intéressant. C'est-à-dire tous les produits nécessaires, même les produits pharmaceutiques en Algérie. C'est-à-dire que nous voulons des produits made in Africa. C'est-à-dire que pour les ouvrir le chemin pour aller dans d'autres pays, c'est-à-dire que ça doit être des produits qui sont réellement produits en Afrique. C'est-à-dire que valoriser je peux dire l'apport de l'Africain vers l'Afrique, c'est-à-dire que le produit made in Africa mis en avant. L'économie sud-sud. Ouais, l'économie sud-sud. Qui est un slogan, mais dans sa pratique, c'est quand même beaucoup plus difficile à concrétiser. Exactement, c'est un peu plus difficile à concrétiser, mais vous savez, ça s'est fait quand même. Ça se fait quand même. On a développé une phrase qu'on aime partager avec beaucoup de personnes. C'est cette phrase qui dit: ce sont les rêves les plus forts qui changent le cours du destin. Tout à fait. Donc, c'est à nous de changer le cours du destin. Nous avons les potentialités, c'est à nous de nous améliorer. Et vous n'avez pas de difficultés majeures pour ça? On peut dire, en réalité, on peut pas dire qu'on peut pas avoir des difficultés parce que, vous savez, l'une des difficultés, c'est il faut déjà créer comment je peux dire, la confiance autour de nous. Vous savez, je veux vous rencontrer parce que les gens se demandent: Samuel, pourquoi vous connaissez tant d'ambassadeurs, etc. Imaginez, il y a une audience avec un ambassadeur, l'ambassadeur se demande parce que le projet il est tellement intéressant en disant il faut favoriser. Ils sont tellement intéressés, les ambassadeurs, et là on a une audience et ils nous voient, ils nous regardaient toujours. Ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas. Ils étaient trompés de personne. Oui, ils étaient choqués en disant l'apport du dossier que tu vous apportez et la volonté qui est là. Ils étaient tellement étonnés, ils étaient contents. Ils étaient tellement étonnés, mais ils étaient contents. Ils voulaient ils voulaient découvrir encore plus. C'est pour ça, ça nous a permis aussi de rencontrer cette volonté, parce qu'il y a cette volonté en réalité qui est mise en valeur, et c'est là où ils nous aidaient, par exemple, en disant, OK, nous, ce qu'on peut faire en tant qu'ambassade, par exemple, nous mettons en relation, donc il y a la mise en relation, on va vous mettre en relation avec, par exemple, la chambre de commerce de notre pays, certains acteurs de notre pays, etc. Donc là, petit à petit, on a eu à créer un réseau. Et ce réseau vient de la volonté qu'on n'a pas abandonnée, qu'on a commencé. Et on a rencontré tellement de gens géniaux. Vous savez, il y a tellement cette volonté de voir les choses changer en Afrique que, au fur et à mesure, on rencontre des personnes qui sont dans la même vision et qui apportent leur, je peux dire leur pierre à l'édifice. Et au final, on continue d'avancer avec cet objectif. Donc, c'est un appel à tout le monde, à toutes les entreprises qui voudraient s'étaler et s'épanouir en Afrique. Samuel est là, il vous servira de pont. Merci beaucoup. Voilà, ce pont, ça fait longtemps qu'on essaye de le construire. Donc, déjà en 1960, les États africains indépendants de l'époque ont décidé de créer quelque chose qui soit afro-africain. C'était 32 États. Donc, autant dire qu'il y avait presque tous les pays africains. Ceux qui ne sont pas là, c'est ceux qui sont encore sous tutelle. Cette réunion a eu lieu en Éthiopie, sous la direction d'un empereur de l'époque qui était Haïlé Sélassié, qui a accueilli la conférence fondatrice et a joué un rôle clé dans la naissance de l'organisation. Donc c'est comme ça que l'organisation de l'Afrique unie est née. Et la question que je me pose quand même, pourquoi créer une organisation africaine alors que l'ONU s'adresse quand même à tous les pays du monde? Donc l'ONU est internationale. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense, moi je vais commencer par cette phrase que j'aime de Kwame Nkrumah, que je considère parmi les pionniers pour créer cette organisation de l'unité africaine. Oui, un panafricaniste. Oui, exactement. Il avait dit, lorsque le Ghana avait eu son indépendance, il avait balancé cette phrase en disant le Ghana ne sera jamais libre tant que les autres pays d'Afrique sont toujours sous colonisation. C'est-à-dire que il y avait cette prise de conscience au départ des leaders de cette époque, parce qu'ils savaient que ils étaient en train de ils étaient dans une époque où certains pays étaient encore sous tutelle. C'était compliqué. Et ils savaient qu'ils doivent aller d'une même mise, qu'ils soient tous unis pour arriver à ce développement. Parce que les leaders de l'époque, ils cherchaient à libérer les autres. Exactement. Parce qu'ils cherchaient cette liberté, développement. Parce que on peut revenir même de loin. Parce que si on part, parce que là, on vient sur le panafricanisme réellement. Et en venant sur le panafricanisme, on peut parler sur les pères des panafricanismes. Parce que moi, il y a une personne qui m'inspirait le plus, c'est Marcus Garvey. J'aime beaucoup Marcus Garvey.
quand on revient sur l'époque de Marcus Garvey et Webb Dubois, on va se rendre compte que dès le départ, ils avaient une prise de conscience sur le panafricanisme en disant il faut valoriser l'apport de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Parce que à l'époque, ils n'étaient pas valorisés en tant qu'êtres humains de ce qu'ils pouvaient apporter. En réalité, ils se sont rendus compte que nous devons être les gens qui apportent un plus dans ce monde où nous sommes. C'est pour ça que vous avez parlé, par exemple, il y avait déjà les Nations Unies à l'époque, on peut dire en quelque sorte, mais ils ont voulu faire l'organisation de l'Union africaine. Pourquoi? Parce que ils se disaient, nous devons être tous unis, aider les autres frères qui sont dans des problèmes, qui sont encore dans des guerres, etc., pour leur indépendance, pour lutter contre leur indépendance. Nous devons nous aider entre nous et non seulement apporter un pierre à l'édifice pour le développement de notre cher continent. Parce que à travers ça, ils avaient une objectif qui est clair et net. C'était quoi? Ils voulaient faire les États-Unis d'Afrique. Ils avaient un modèle pour établir les États-Unis d'Afrique. Et pour ça, il fallait libérer les autres pays africains. Il fallait libérer. Et comme l'ONU n'intervient pas dans les affaires internes, et tous les pays colonisés étaient considérés comme une partie d'un pays colonisateur, et beaucoup de pays étaient une partie des pays du colonisateur, et donc on ne peut pas intervenir à l'intérieur. En plus, l'ONU manquait de moyens coercitifs. Même si elle demande aux États de libérer les États colonisés, elle n'a pas de moyens de pression pour que cette demande soit faite. Exactement. Et c'est pour ça que l'Afrique avait besoin de sa propre organisation. Ils avaient besoin de sa propre organisation. Et aussi, cette phrase que je vais partager aussi, que j'aime beaucoup, vous allez vous rendre compte que j'aime tellement. Il y a beaucoup de phrases là. Ouais, j'aime bien parce que ça me rappelle beaucoup de choses. Non, mais ça rappelle surtout que nos anciens disaient des choses qui avaient du sens. Exactement. Oui, il y a cette phrase que j'aime beaucoup qui dit c'est lui qui n'a pas connu la véritable souffrance ne cherche pas la véritable paix. Parce que dans tout ça, parce que la création de cette organisation, c'est pour le développement et pour une paix, au fait. Les gens voulaient juste la paix parce qu'ils étaient dénigrés dans leur propre pays, dans leur propre continent, ils étaient massacrés, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui s'est passé qu'ils cherchaient juste la liberté. Parce qu'ils voulaient pas, ils cherchaient pas la vengeance. C'est là où moi je veux revenir. La création de ça, c'est pour aboutir à une paix véritable et un développement du continent. Une paix interne et une paix à l'international. Exactement. Avec les autres pays. Donc les objectifs sont clairs. D'abord, renforcer l'unité et la solidarité entre les États africains. Ensuite, éradiquer le colonialisme. Ça, c'est le cheval de bataille. L'apartheid et toute forme de domination étrangère. L'apartheid, c'était quelque chose contre quoi il fallait lutter en particulier. Soutenir tous les mouvements de libération, comme l'Afrique du Sud, justement, l'Angola, le Mozambique, qui étaient encore sous tutelle, sous colonie. Protéger la souveraineté et l'intégrité territoriale, parce que c'est vrai que 32 pays étaient déjà libres, mais parmi ces pays, il y avait encore la présence du colon, économiquement et politiquement, dans beaucoup de pays. Donc, comment réaliser cette intégrité, cette souveraineté et cette intégrité territoriale, promouvoir par la suite la coopération dans les domaines politiques, économiques, culturels, donc essayer de se faire porter par ses propres jambes et non pas s'accouder sur quelqu'un d'autre, créer une éducation spécifique, créer une science et une technologie propre à chaque pays et évidemment défendre les droits humains et les peuples africains. Ce sont ça les objectifs de l'OUA. Maintenant, est-ce que ces objectifs ont réellement été réalisés? Parce qu'il faut dire aussi que ces pays n'avaient pas les moyens. Exactement. Et l'OUA ne pouvait pas inventer des moyens qui n'existaient pas dans les pays. Exactement, mais surtout en regardant aussi, il faut comprendre que certains pays venaient dans des situations un peu compliquées, précaires financièrement, donc c'était difficile de réaliser ça. C'est pour ça même on va voir que par après l'organisation de l'unité africaine va changer pour devenir même Union africaine. Après, c'est en 2002, je pense, ou 2002, c'est ça. En 2002 que ça va changer. Parce que le plus important, il faut comprendre qu'il y avait eu cette volonté et les gens se sont battus sur ce qui est très important. Il y a eu cette volonté et les gens se sont battus pour cette volonté. Il y a eu des réalisations, il y a eu des réussites, il y a eu des échecs. Mais la plus grande chose, c'est que ils avaient compris une des choses. Jusqu'à présent, c'est pour ça on regarde même en Afrique, jusqu'à présent on est en train toujours de le valoriser. C'est-à-dire que on a compris une chose très importante, c'est que l'Afrique doit être unie pour affronter ce que l'Afrique doit affronter. Parce que tellement qu'on a tellement subi et qu'on doit parler d'une même voix. Pour atteindre les objectifs, il faut que nous soyons un seul bloc, nous soyons un seul même corps. Parce que si on est toujours
un peu divisés sur certains principes, nous devenons faibles. C'est pour ça, cette phrase que j'aime beaucoup de Kwame Nkrumah qui dit « Africa must be united » est très important parce que tous ils avaient compris, parce que si on revient sur les leaders, parce que quand on parle on peut regarder sur les leaders de l'époque, quand on parle par exemple de Haile Selassie, l'empereur Haile Selassie de l'Éthiopie, quand on parle de Kwame Nkrumah, quand on parle de Patrice Lumumba, quand on parle d'Amilcar Cabral, quand on parle de tous ces gens-là qu'on reconnaît actuellement en disant comme des pionniers, des héros de l'indépendance de certains pays, des indépendances, on voit toujours qu'ils avaient une seule mot à la bouche à travers leur discours. L'unité africaine, ils avaient compris, parce qu'ils avaient compris que pour l'atteinte de chacun de leurs objectifs, pour l'atteinte de la libération de chacun de leur pays, il y a eu toujours la même mise, etc. On peut parler par exemple de l'aide de l'Algérie, par exemple pour le Mozambique, pour la libération du Mozambique, etc. On voit toujours pour l'Afrique du Sud. Pour l'Afrique du Sud, on comprend qu'il y avait toujours cette même mise et cette unité. C'est-à-dire que ils sont arrivés à ça parce qu'ils sont avancés main dans la main, parce qu'ils étaient tous unis contre tous. Ils étaient unis contre tous. Cependant, il y avait quand même un problème, c'est que au nom de la non-ingérence, qui est une limite majeure dans l'OUA, va se poser un problème qu'on pensait être une solution. En fait, quand on a parlé de la non-ingérence concernant l'OUA, c'était pour que les autres pays n'interviennent pas dans les problèmes internes à l'Afrique. Mais du coup, l'Afrique elle-même, les pays de l'Afrique, quand ils ont un problème, un autre pays africain ne peut pas intervenir. Oui, on peut dire c'est le côté aussi, on peut dire. D'une part, moi je comprends pourquoi on a instauré la non-ingérence. Il faut comprendre que les gens les pays étaient il y avait ce blessure-là de la colonisation. Oui, c'était récemment libéré. Récemment libéré, donc il y a ce blessure. On ne supportait pas une autre intervention. On ne pouvait pas supporter une autre mainmise dans les affaires, etc. Et c'est pour ça, je pense, ils étaient avec cet objectif pour avoir les États-Unis d'Afrique. Parce que les États-Unis d'Afrique, le concept des États-Unis d'Afrique, c'est que à un moment, on devait être tous unis avec, c'est-à-dire que l'Afrique devait être considérée comme un seul État. Mais quand c'est un seul État, c'est-à-dire que c'est pas qu'il y aura une ingérence, mais on va gouverner les problèmes africains par les Africains. C'est-à-dire que c'était ça l'objectif. Mais au départ, la non-ingérence a été instaurée pour éviter cette ingérence et surtout sur les blessures récentes avec la colonisation. Donc, il y avait toujours des problèmes qui étaient là. Mais ça revient sur une chose importante, comme vous venez de dire.
Jusqu'à présent, il y a toujours la non-ingérence, il y a toujours ces problèmes, donc il y a toujours ces problèmes récurrents qui est là. Mais je pense que c'est pour ça, ils ont essayé, d'une part en disant en 2002, nous devons créer l'Union africaine pour apporter surtout une chose aussi, c'était avec l'Organisation de l'Unité africaine, il y avait mis plus de volets sur certains points que il devait y avoir une mise à jour sur les objectifs pour atteindre aussi la concrétisation, parce que on peut parler en disant l'Union africaine, ils ont un objectif jusqu'à présent, c'est atteindre cet objectif-là, avoir un seul passeport africain, etc. C'est-à-dire qu'il pourra avoir... Oui, ne pas avoir de frontières. Pour ne pas avoir de frontières, etc. C'est ça. Il faut déjà commencer par avoir des avions dans tous les pays. Exactement. Oui. Donc, on a encore beaucoup à atteindre. Il y a encore beaucoup à faire. Mais une chose aussi que j'aimerais partager qui me touche à cœur, c'est-à-dire que au fur et à mesure, je me rends compte qu'il y avait déjà l'Union africaine, il y avait déjà l'unité africaine, même avant la colonisation. Pourquoi? Parce que si on s'y rend compte déjà, le principe des frontières existait en Afrique dès le départ. Mais les frontières, c'était un lieu d'échange. C'est-à-dire que les frontières, c'était pas un lieu où on mettait des barrages pour empêcher... Oui, Tamanrasset est l'exemple. Exactement. Les Africains sont à Tamanrasset pour écouler leurs marchandises. C'était ça le principe des frontières. C'est-à-dire que au fur et à mesure, il faut qu'on arrive à atteindre cet objectif pour arriver à avoir ce côté-là où les frontières, c'est des lieux d'échange pour revenir à ce qui fait l'unité africaine réellement. Oui, effectivement, l'unité africaine a existé avant l'Union africaine, avant l'OUA. Et donc, comment? Eh bien, ça a existé par le panafricanisme. Panafricanisme, c'est un mouvement politique, culturel et idéologique visant l'unité, la solidarité et l'émancipation des peuples africains et de leur diaspora. Donc, même en dehors de l'Afrique, les Africains qui ont été déportés ou transportés ou qui sont partis tout seuls dans les autres pays sont tout aussi concernés par ce panafricanisme. Et le panafricanisme est né au XIXe siècle. Il demande la promotion de l'indépendance, la fierté identitaire et la coopération entre pays africains pour lutter ensemble contre le colonialisme, le racisme et les divisions héritées. Maintenant, la question que je me pose aujourd'hui quand même, vous avez répondu tout à l'heure indirectement dans votre introduction quand vous avez eu la bourse, vous avez dit « Je connais l'Algérie par le biais du foot ». Aujourd'hui, oui, les jeunes d'aujourd'hui connaissent l'Algérie par le biais du foot. Autrefois, les gens connaissaient l'Algérie par le panafricanisme représenté par Boumedienne, par Nelson Mandela et par le président du Zimbabwe, dont je ne me rappelle plus le nom, qui est d'ailleurs venu, ça fait pas très longtemps, il est venu ici, je l'ai rencontré. Et donc, tous ces gens-là représentaient le panafricanisme. Est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui connaît le panafricanisme? Je pense que la jeunesse d'aujourd'hui, vu avec ce qui s'est passé avec le Covid-19, je pense que tout le monde était obligé de comprendre ce qu'est le panafricanisme. C'est-à-dire qu'il y a eu un choc. La catastrophe du Covid a eu quelque chose de bon. Oui, il y a eu quelque chose de bon parce qu'il y a eu une prise de conscience. C'est-à-dire qu'on s'est regardé en face sur nos problèmes où on s'est rendu compte qu'en disant en réalité il faut qu'on se réveille. C'est-à-dire que c'est pour ça c'est très important. Vous savez, il y a pas longtemps on avait partagé dans une des émissions toujours sur FIK FM économique Éco-Sahel où on disait que le panafricanisme c'est pas seulement un sentiment. C'est une réalité, c'est une vie. C'est-à-dire que c'est la prise de conscience et la mise en action de certains projets, etc., pour atteindre les objectifs. Par exemple, quand on parle, par exemple, sur ça, ça veut dire que c'est là où on comprend déjà la nécessité d'avoir des coopérations entre les pays d'Afrique. C'est la nécessité de créer des projets continentaux comme la route transaérienne. Pourquoi? Parce que c'est des projets qui vont aider plusieurs pays. C'est-à-dire que c'est des projets communs qui vont ouvrir des opportunités pour plusieurs pays, où on se rend compte qu'on doit être en mesure de produire nos propres médicaments, où on se rend compte que nous devons être en mesure de développer notre propre éducation, notre propre santé. C'est-à-dire qu'on ne doit pas attendre la main de l'autre personne pour venir nous aider. On ne nous aide pas, on nous vend. On nous vend, exactement. Voilà. Alors qu'en se mettant ensemble, chacun a une partie que l'autre n'a pas, on peut très bien arriver à produire cela. Exactement. L'OUA ne fonctionnait pas dans ce sens-là, puisqu'à l'époque, le principe fondamental, c'était la libération des peuples encore opprimés. Mais c'est pour ça qu'en 2002, il y a eu ce changement et ce transfert ou ce passage de l'OUA vers l'UA, l'Union africaine. Et là, ce sont d'autres problématiques qui se sont posées, notamment la problématique de remettre l'Afrique en selle et de promouvoir l'économie et le développement de l'Afrique. Exactement. Là, on va voir qu'il y a des organes au sein de l'Union africaine qui ont été créés, comme le Conseil de paix et sécurité. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en avant, c'est-à-dire qu'il y a des structures qui ont été mises en avant.
il y a cette prise de conscience qui a été mise en avant et surtout que l'Union africaine a avancé dans certains programmes pour résoudre certains problèmes, etc., pour valoriser aussi le développement économique en Afrique, etc., parce qu'on va voir que il va y avoir même l'établissement d'un agenda. Il y a la ZLECAf, zone de libre-échange africaine, qui revient sur le principe de ce qu'on parlait à Tamaracet, par exemple, limiter qu'il n'y a plus de frontières dans le sens où ça doit être des lieux d'échange, etc., favoriser l'économie, etc. On voit qu'il y a une prise de conscience qui va dans le côté, c'est pas seulement, il y a le côté sécuritaire qui est mis en valeur, il y a le côté économique qui est mis en valeur. Oui, mais avant le libre-échange, il y a un point très important qui a été révisé, c'est que l'UA, à partir de 2002, adopte le principe du droit d'intervention en cas de crime de guerre, de génocide ou de crime contre l'humanité, comme lors des conflits au Darfour et en Somalie. Est-ce que ce volet, est-ce que cette décision est réellement applicable aujourd'hui entre les pays africains? Je crois que ça peut être applicable, mais ça peut être applicable à travers l'unanimité des pays africains. C'est là où il y a ou à travers l'encouragement des ONG. Elles n'appartiennent pas à un pays particulier. Exactement. C'est-à-dire que tout est possible. Mais ce qui est important, on peut mettre en valeur, c'est-à-dire que on voit que il y a eu la correction de la non-ingérence qui la révision, c'est-à-dire que il y a certaines prises de conscience qui ont été faites et ils ont développé certains mécanismes, on peut dire, pour répondre à certains besoins. C'est-à-dire qu'il y a toujours la correction de certains de points qui n'étaient pas favorables à l'époque pour éviter certains des problèmes qui en ont découlé sur la première organisation de l'unité africaine. Ce qui est certain, c'est que même si aujourd'hui encore ce n'est pas appliqué comme il se doit, ça a le mérite d'être écrit et d'être reconnu. C'est déjà ça. Donc, l'intervention en cas de vrais crimes de guerre, la zone de libre-échange, le passeport africain, les politiques communes de la jeunesse dont vous avez bénéficié, n'est-ce pas? Oui. La santé aussi, le climat et la paix. Et puis, contrairement à l'OUA, souvent passive, l'UA mène désormais des opérations de maintien de la paix en collaboration avec l'ONU sous sa bannière. Oui, et une des choses aussi importantes, on peut dire que à présent même, on voit que l'Union africaine maintenant, il est en train de plaider pour être membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est-à-dire que il y a certaines choses qui sont en train d'être mises en avant. Par exemple, l'Union africaine est en train de militer pour avoir un droit de veto au Conseil des Nations Unies. En fait, on voit que il y a une prise de conscience et certains des choses qui sont en train d'être mises en valeur pour la valorisation du continent. Et on sait très bien actuellement, on se rend compte que il y a un nouvel ordre mondial qui se dessine. C'est-à-dire que l'Union africaine maintenant, il a un rôle stratégique à travers cette nouvelle ordre mondial. Il faut qu'elle s'impose. C'est le moment ou jamais. Exactement. C'est le moment ou jamais. Oui. Et ça revient parce que le monde est en train de changer, hein. Exactement. Et c'est important à travers le 25 mai. C'est-à-dire que ça nous rappelle maintenant en disant en tant que... J'en viens justement le 25 mai qui est une journée, la journée de l'Afrique. Mais c'est pas une journée comme les autres, parce que d'habitude, une journée, c'est la conférence de l'Assemblée générale qui décide que tel jour, on l'accorde à telle cause. Mais là, il n'y a pas eu de décision. Le 25 mai est venu de fait la conséquence ou le résultat, la résultante de la création même de l'OEA en 63. Aujourd'hui, on fête la journée de l'Afrique, qui n'a jamais été décrétée, mais qui a aussi sa force. Elle est là. Oui, et là, sa force, et là, sa plus grande force, parce que déjà, moi, j'appellerais même les gens à écouter l'hymne national de l'Union africaine. C'est-à-dire qu'à travers l'hymne national de l'Union africaine, on comprend même l'importance du 25 mai, parce que là, on voit que il y a le côté où on n'a pas le choix. Il faut qu'il y ait cette unité africaine. Il faut qu'il y ait une mainmise des Africains à travers son continent. Nous devons prendre nos responsabilités parce qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience à travers ce qui s'est déjà passé et ce que l'Afrique a déjà subi. Mais il y a aussi une aspiration pour le développement et pour l'avenir de la jeunesse. La journée de l'Afrique, c'est le prolongement, mais c'est surtout la sacralisation de tous ces efforts qui ont été, qui sont le résultat de tous ces hommes politiques et ces hommes et ces intellectuels qui ont travaillé pour l'Union africaine et pour le panafricanisme. Ce mouvement est porté par Kwame Nkrumah, qui était un homme d'État politique, un intellectuel et militant panafricain ghanéen, William Edward Burghardt Dubois, Marcus Garvey, dont vous avez parlé tout à l'heure, le Cheikh Anta Diop, historien, anthropologue, physicien et penseur sénégalais. Donc c'est tous ces hommes qui ont porté l'Union africaine et qui continuent de porter, même s'ils ne sont plus là, mais pour certains, leurs idées continuent d'être
de mettre en avant l'unité de l'Afrique comme étant la seule nécessité pour que l'Afrique se retrouve. Exactement, parce que ça revient sur ça, parce qu'ils avaient tous compris, parce que c'est ça qui est plus important quand on fait la hiérarchie du panafricanisme à la création de l'unité africaine. On commence par le Web du Bois, Marcus Garvey, on descend avec les conférences organisées par les Web du Bois à l'époque, où on voit maintenant la naissance des Kwame Nkrumah, on en descend jusqu'à l'organisation de l'unité africaine avec les Kwame Nkrumah, les Haïlé Sélassié, etc. On voit une chronologie des résultats, parce que si on regarde très bien, il y a eu des persécutions. Il y a eu beaucoup de choses, parce que si on parle de Marcus Garvey aujourd'hui, on parle de Web du Bois, on parle de tous ces gens-là. Si on regarde à travers les histoires, l'organisation de premières conférences, etc., panafricaines, etc., on voit qu'il y a eu une lutte acharnée, et leur objectif, c'est une chose juste. Le développement, la liberté, l'indépendance réelle du continent africain. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de les oublier. Il faut les faire connaître, ces gens-là. Il faut les intégrer dans tous les programmes scolaires et que toute l'Afrique les prenne en charge. Exactement. Vous savez, une des choses que moi j'ai regretté, c'est-à-dire que dans l'histoire que j'ai appris à l'école, j'ai plus appris de l'histoire française au lieu d'apprendre Marcus Garvey. Parce que si on regarde, si on connaît pas Marcus Garvey, si on connaît pas Web du Bois, il y a un problème. On devait savoir qui est Marcus Garvey, on devait savoir qui est Web du Bois, on devait savoir les luttes. Avant autrui. Avant autrui. C'est-à-dire que il faut connaître qui on est. C'est-à-dire, c'est ça le piège le plus important. Vous savez, si tu n'arrives pas à écrire ton propre histoire et que ton histoire est écrite par d'autres personnes, tu auras des résultats d'une part aussi, il faut regarder, c'est pour ça, il faut que l'Afrique soit libre financièrement, parce que la plupart des programmes aussi, ils sont financés par des ONG occidentaux. Et les ONG occidentaux aussi, des fois, ils mettent des obligations sur la révision de ce qu'on veut apporter. C'est-à-dire que d'une part, il faut qu'on arrive à atteindre la liberté financière. C'est-à-dire que... Et créer ses propres ONG. Et créer ses propres ONG. Parce que c'est lui qui te nourrit, il te dicte quoi faire en réalité. C'est-à-dire que nous devons atteindre cette liberté. Oui, effectivement, la journée de l'Afrique, c'est une journée de mémoire collective et d'émancipation. Une journée de mémoire qui rappelle, certes, les longues luttes contre la colonisation, l'esclavage, la ségrégation, l'exploitation, mais aussi une journée où il faut honorer ses héros. Patrice Lumumba, Amilcar Cabral, Nelson Mandela, Thomas Sankara, Samora Machel et tant d'autres qui ont donné leur vie pour libérer ces peuples. Un dernier mot, Samuel, pour honorer ces hommes. Un dernier mot que j'aimerais partager, c'est que ils ont tellement fait pour notre cher continent. Il est temps aussi que la jeunesse africaine puisse prendre le relève et continuer leur lutte, parce qu'il faut une Afrique libérée et une Afrique développée, et c'est notre responsabilité. Tout à fait. Avec des mots pareils, on ne peut pas rajouter grand-chose. Le 25 mai est un rendez-vous avec l'histoire, mais aussi un espoir d'avenir. Chers amis, prenez soin de vous et de votre histoire. Je viens d'Afrique, là où tout a commencé. Berceau de l'humanité, suis fier de dire t'as pas idée. Ici tu trouveras tout ce dont tu as besoin. Les cultures, les paysages, les plus belles femmes, ici c'est Sokoto. Mais pourquoi on se fait la guerre et pourtant nous partageons tous la même histoire. Congo comme Niger, Burkina. Mais pourquoi on se fait la guerre et pourtant nous partageons tous la même histoire. Congo comme Niger, Burkina. L'Afrique c'est notre mère, je t'entends à elle mon cher, je deviens amer. L'Afrique c'est notre mère, tu t'entends à elle mon cher, je deviens amer. La semence du futur de l'histoire se trouve en Afrique. Tous les plus beaux trésors de la terre se trouvent en Afrique. Main dans la main on veut la paix, plus jamais la guerre. Chers frères africains, marchons ensemble comme un. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, peu importe d'où tu viens. En Afrique on est pareil, parlons d'amour, pas de la haine.
La semence du futur de l'espoir se trouve en Afrique. Tous les plus beaux trésors de la terre se trouvent en Afrique.